On parlait du Mali, de la Côte d'Ivoire et de l'Organisation des Nations Unies, et surtout de l'appel téléphonique entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Gabin, vous chutez avant qu'on ne donne la parole à... Non, oui, il a chuté, c'est moi qui devais avoir la parole. Je n'ai pas encore chuté. Ouais, allez-y, Gabin. Je disais que c'est très important aujourd'hui de pouvoir trouver une solution africaine. On a plusieurs chefs d'État qui quand même étaient impliqués dans ce dossier-là, notamment le chef de l'État togolais. Il est en train de trouver une solution. Il y a déjà quelques militaires qui ont été déjà libérés. Je pense que ça va aller dans ce sens-là. Et si Ambalo veut organiser un congrès des chefs extraordinaires des chefs de l'État de l'Afrique en profitant du congrès qui se tiendra de l'ONU qui se tiendra aux États-Unis, bon, je pense que là, il y aura une discussion et surtout une conjoncture avec l'ONU pour pouvoir trouver une solution commune et peut-être pour ne pas trop mettre la pression sur le Mali aussi, parce que là, les militaires sont entre les mains des Maliens. Il va falloir essayer d'aller mollo sans aucune contrainte et pour libérer ces militaires-là. C'est très important. Moi, je voudrais ajouter deux petites choses. La première chose, Gabin Adjaro dit qu'il va falloir trouver une solution africaine. Bien sûr, il va falloir trouver une solution africaine avec celui-là qui veut écouter quelque chose, celui-là qui est flexible et qui veut comprendre les choses. Donc pour vous, Goïta n'est pas flexible. Goïta n'est pas flexible. Par exemple, tout le monde là-bas abandonné, sauf le Togo. Le Togo a travaillé dur pour que les sanctions soient levées. Au lieu de continuer par écouter le Togo, en libérant les autres militaires ivoiriens, maintenant, il met sur la table une politique de chantage. Et je me demande même où est-ce qu'il veut aller. Il veut aller. Ce chef de la junte. Il veut aller où? Moi, je voudrais dire au panafricanisme. Le président de la transition. Le président de la transition. Mais le chef de la junte, je me dis, il va où? Le nom n'est pas né au Togo. Il va où? C'est la question que je vois. Il va où? Moi, je me dis, il n'ira nulle part. Ah bon? Il va où? Il n'ira nulle part. C'est-à-dire, quand il dit il est protégé, ou les gens disent il est protégé, ainsi de suite, vous ne pouvez pas avoir une mission onusienne sur votre territoire et vous allez vous prétendre que vous êtes protégé. Vous allez vous prévaloir d'une certaine sécurité, que peut-être les Russes vous assurent. C'est faux. Vous n'avez aucune sécurité. Et puis, quand Gabin Adjaro disait tout à l'heure que le Mali, c'est 3 fois la France, et puis, c'est comme au Togo, les Africains ont cette habitude. Ils n'ont pas assez de moyens, ils construisent de grosses maisons sans pouvoir avoir les moyens de l'entretenir. Vous avez un grand territoire, mais vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à entretenir ce territoire. Vous n'arrivez pas à sécuriser le territoire. Vous n'arrivez pas à sécuriser la vie de vos concitoyens. Ce sont des Français, des Occidentaux qui ont foutu aussi la merde dans ce pays. Vous pouvez tout dire. Quand vous voyez la RDC... En déstabilisant oui, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire. Quand vous voyez par exemple la RDC, 65% des richesses mondiales, un vaste pays, les chefs d'État qui se sont succédés ne sont toujours arrivés à contrôler le pays. Vous n'avez aucune maîtrise de votre territoire. Ceux qui décident de l'avenir de ce monde, que les Africains ou ces panafricanistes qui ne veulent pas le croire, qu'ils sachent que ceux qui décident de l'avenir de ce monde, ce sont les puissances. Vous avez dit l'Afrique, et l'Afrique c'est un continent riche. L'Afrique, oui bien sûr, la richesse est dans le sous-sol. Les Africains n'arrivent pas à les sortir et à les extraire. Quand vous parlez de l'Union africaine n'est pas indépendante, elle est dépendante. Quand vous parlez de la CEMA, quand vous parlez de la CEDEAO, ce sont des organisations qui n'existent pas. Qui existent parce que les Occidentaux l'en ont décidé. Les Africains, vous ne pouvez pas vous départir des Occidentaux pour le moment. Que les Maliens le savent, ils ne peuvent pas se départir de la France et des autres puissances pour le moment. Ils ne pourront pas, ce n'est pas possible. Quand vous allez continuer, pas affronter la France, quand la France sera peut-être épuisée, il va faire appel aux Nations Unies. Elle va faire appel aux Nations Unies, elle va faire appel à l'Allemagne, elle va faire appel aux États-Unis, et puis les Russes, les Français ou les autres puissances vont les coincer quelque part, et puis ils vont lâcher le Mali. Le Mali, avec cette posture, n'ira pas loin. Non, c'est si facile. C'est si facile. Écoutez, on a montré à Kadhafi qu'il n'était rien. Après, il a voulu se repentir, mais on lui a réglé son compte. C'est-à-dire, quand vous affrontez une puissance,
surtout Ce occidentales, ne sont pas des choses qu'on doit encourager. Mais ce ne sont pas des choses qu'on doit encourager. Ce ne sont pas des choses qu'on doit encourager. Mais une chose en train de faire du mal à l'Afrique. Nous, Africains, on doit pouvoir se relever contre ce genre de choses. Ce n'est pas cette manière, c'est pas la bonne méthode. Gabin, s'il vous plaît. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Oui. Non, juste 2 secondes. Une seconde. Je vous ai laissé parler. Il veut pas 2 secondes. Non, je vous ai laissé parler. Moi, je vous ai dit. Moi, je dis ici, c'est vrai, tout le monde sait que les Occidentaux en partie font du mal aux Africains. Mais je me dis, il faut de la méthode. Si les Maliens n'arrivent pas à avoir la bonne méthode, la bonne posture, ils se feront blesser à l'avenir. Alors, Adam Adjornou, est-ce qu'à partir de l'appel téléphonique, on peut trouver une solution à cette crise qui continue entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, peut-il faire quelque chose? De toute évidence, vous savez, on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire et anticiper sur une solution non onéreuse sur cette question-là. Mais Alassane Ouattara essaie un peu d'activer tous les mécanismes pacifiques pour la résolution de cette crise-là. Et justement parce que tout ce qui s'est dit, et surtout les liens historiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il ne veut pas tout de suite allumer la voix forte qu'il en a, puisque je venais de le dire tout à l'heure. Donc, je pense que c'est une option, puisque d'abord, littéralement, même dans la pratique également, je le disais tantôt, lorsque vous prenez toute cette démêlée-là qui tendent aujourd'hui à donner plus ou moins une petite portion de raison à Bamako, est liée du fait que les premières questions posées au niveau de à la Côte d'Ivoire étaient liées donc aux Nations Unies. Et donc partant de là, je pense que les Nations Unies ou l'ONU est un pion très important dans la résolution de cette crise-là. Il faudrait véritablement que ce mécanisme-là soit clarifié pour permettre à chacun des deux protagonistes, et pourquoi pas à la sous-région, puisque la CEDEAO s'en est mêlée, s'en est mêlée également à l'Union africaine, et réellement qu'on puisse donc clarifier cette option-là. Mais même moi, je pense que pour rebondir un peu à la question ou pratiquement au développement de Firmin Tekou Agbo, c'est vrai que ce soit dans la pratique et littéralement, c'est vrai, nous avons des puissances, mais notre souveraineté est à nous. Et elle est non négociable. Il faudrait qu'à un moment donné, le dictat qu'on nous a posé par le passé, lié au fait de notre fragilité, nous commençons aujourd'hui par dire, quand même, pas faire exprimer c'est ce que le Mali cette essaie de souveraineté. faire. Oui, il essaie de faire, mais dans une logique débordante, qui n'est liée à aucune diplomatie. Et lorsque un pays veut véritablement asseoir une diplomatie digne de ce nom-là, ça ne se fait pas comme ça. Ailleurs, moi je pense toujours, le cas togolais, le Togo n'est pas aussi tendre envers que ce soit la France ou dans d'autres pays. Vous allez voir, le Togo a pris des décisions ou a initié des projets qui ont affecté, naturellement, je veux parler, vous prenez, bon, on ne va pas revenir sur ces questions-là, où pratiquement aujourd'hui, l'élan exprimé par le Togo, par le passé, lié donc à la France, n'est pas la même chose aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et vous allez constater que on ne s'affiche pas. On ne s'affiche pas, on ne fait pas tambour bâton. Mais quand même, le Togo fait partie. Sauf que le Togo ne vit pas les mêmes réalités. On ne vit pas, mais c'est justement parce qu'on a exprimé une diplomatie agissante. C'est la différence. Mais ici, on est pratiquement dans une posture où on veut allier. Oui, populiste. On veut allier le populisme et chercher, disons, comme je le disais, une fierté nationale qui n'existe pas, qu'on n'en a même pas. Qu'on n'en a pas aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, que ce soit au niveau de la souveraineté, une fierté nationale, le Mali ne peut pas s'exprimer compte tenu du fait que d'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères l'a reconnu. Le Mali est un pays qui n'a pas la maîtrise de la totalité de son territoire. Et partant de là, la souveraineté, elle est où? Voilà. Et donc, je pense que la posture togolaise devait être copiée par tous ces pays-là qui expriment en réalité aujourd'hui ce non-dictat-là qu'on veut véritablement faire exprimer à ces puissances occidentales-là. Le Togo est une référence en la matière. Et je vous dis, lorsque vous scrutez aujourd'hui, le Togo fait partie des pays aujourd'hui qui n'est pas très bien vu aujourd'hui par la France et d'autres puissances, compte tenu du fait qu'il prend des décisions qui sont souveraines. Et moi, je les apprécie et je pense que ça doit servir d'exemple et d'expérience au Mali. Vous voulez ajouter quelque chose? On va filer au Togo.
Oui, vous Gabriel savez, le Mali manque un peu de tact. On peut tout leur reprocher. Il manque beaucoup de tact dans la manière de gérer la diplomatie parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas comme ça. Et même dans le langage que parle le ministre des Affaires étrangères et même finalement, la France, elle autre, on ne l'entend plus parler. Oui, la France, parce que le Mali est en train de se mêler les pinceaux. Le Mali est en train de se mêler les pinceaux. Et toi seul, tu parles, personne ne te répond. Il fait les questions et les réponses. Oui, tu deviens un soliloque. Et là, c'est un peu ridicule. C'est en cela que je dis que le Mali doit se reprendre. Il va falloir qu'il se reprenne véritablement et faire face au véritable combat. Et le véritable combat, c'est contre le terrorisme. Ouais. C'est contre ces terroristes-là qui arrivent quand même à leur prendre la majorité de leur territoire. Le véritable combat est là. Maintenant, contre les autres Africains, ceux-là qui se sont de déstabilisation, il va falloir que le pays soit premièrement stable avant qu'on ne parle de déstabilisation. Maintenant, libère les garanties militaires. Si quelque chose t'arrive demain, bon, on peut dire que bon, tu avais raison, c'est le président Ouattara qui voulait véritablement te déstabiliser. Mais là, se cacher derrière une certaine extradition des réfugiés politiques, ce n'est pas son travail. Il est venu pour gérer la transition. Quand les élections auront lieu et les autorités légales seront sur place, ils vont pouvoir régler ces problèmes de ceux-là qui ont eu à voler l'État et autres. Pour le moment, il doit se concentrer sur le pays et véritablement laisser ces questions-là qui jettent de l'huile sur le feu et qui ne font pas évoluer le Mali vers la destruction du terrorisme sur leur territoire. Allez, on file au Togo. On n'a plus assez de temps pour le Togo. 30 secondes. Oui, non, 30 secondes, on a 16 minutes. Oui, c'est pour par le rapport à ce que Adam Adironou disait tout à l'heure, en parlant de la diplomatie agissante du Togo. Vous savez, en 2018, j'avais traité Fonia Singbe de panafricaniste d'où je l'avais qualifié, bien sûr, de panafricaniste avant que cette histoire du Mali même ne s'affiche aujourd'hui. Fonia Singbe était allé en Chine et dans son discours, il avait dit clairement que nous avons essayé d'autres partenariats, c'était pas de par le passé. Mais avec le temps, il va falloir que nous essayions d'autres partenariats. Et les exemples sont légion. Le Togo a des relations avec l'Israël, personne ne dit rien. Le Togo a des excellentes relations avec la Russie que le Mali n'en a pas. Personne n'a dit rien. Il dit parce que nous avons eu des résultats. Maintenant, il va falloir que nous essayions d'autres pour voir. Et alors, avec le temps, nous allons voir si les résultats sont concluants ou pas. Donc, c'est un panafricanisme, ça. C'est un panafricanisme doux. Comment je qualifie de démagogie. De doux. Mais ce qui se passe au Mali, ce n'est même pas un panafricanisme. C'est un truc qui n'existe même pas sur le soleil. Et puis, au Togo, les conclusions de la session spéciale du Conseil national du dialogue social sont encore activées par le ministre Gilbert Barouara. Selon le ministre, le gouvernement réaffirme sa volonté d'écoute face aux doléances des travailleurs. Alors, Adam Adjronou, on ne peut que saluer cette sortie du ministre de la fonction publique, Gilbert Barouara. Oui, sur la forme, c'est vrai. Vous savez, je pense que ce dialogue social qui s'est tenu récemment, en 2021. Voilà, en 2021 et en fin d'année également, en 2021. Ouais. Et ce dialogue, pour la plupart du temps, sont des dialogues que nous connaissons en fin d'année. Mais celui-ci exprime une volonté, une vocation du gouvernement qui voudrait très bien être bien regardant sur des questions sociales. Je pense que c'est vrai, sur la question, il y a eu des actes qui sont posés. Mais au même moment, lorsque nous voyons ces actes-là, n'ont pas eu de réel impact sur la récession et la difficile vie que les Togolais vivent aujourd'hui. Et donc, je pense que les critiques formulées à l'encontre du gouvernement vont dans ce sens-là. C'est pourquoi je me dis, dans une logique d'anticipation, c'était bien d'organiser d'abord ce dialogue social-là pour montrer à l'opinion togolaise que voilà, le gouvernement est très engagé à pouvoir donc le faire. Mais au même moment, cela tient compte également du portefeuille du gouvernement. Vous allez savoir que depuis, disons, la mise en place du gouvernement de Faure Gnassingbe, la question sociale était une question prioritaire. Ouais. Et vous allez voir les mécanismes qui ont été donc déployés en ce sens-là sont également légion. Mais tout à fait, compte tenu du fait qu'avec cette crise-là que nous connaissons, il y a d'autres mécanismes qui sont rajoutés et qui ont fait que ça a été donc aménagé ou ça a eu des impacts, en tout cas négatifs, d'un point de vue de la vie quotidienne que les Togolais mènent. C'est vrai, le gouvernement a fait des efforts, mais au même moment, comme je le disais tantôt, lorsque nous voulons véritablement avoir les réels impacts sur la vie
du pays, vous allez constater que bon nombre de Togolais vous diront que nous ne voyons pas les impacts de cet engagement du gouvernement sur notre vie quotidienne. On veut naturellement parler des subventions, que ce soit au niveau du pétrole, certains denrées, mais également, vous allez constater que c'est un point pour le gouvernement récemment de pouvoir s'ingérer ou pratiquement avoir un œil regardant sur la fixation des prix, ce qui n'est pas, en tout cas, depuis un moment, le gouvernement n'est plus dans une logique de fixation de prix. Cela se fixe par la loi de l'offre et de la demande. Mais ça voudrait dire, donc, à partir du moment où il s'est ingéré dedans, ça voudrait dire quand même qu'il partage avec la population togolaise ces peines-là. Mais l'opinion togolaise, depuis un moment, disons, a ce manie de pouvoir comparer les pays et les décisions qui sont prises ailleurs. On veut tout de suite que ces décisions-là soient également dupliquées dans nos pays. Or, on oublie que nous n'avons pas également les mêmes politiques. C'est vrai que nous avons des politiques qui ont porté des fruits, qui ont été d'ailleurs même expérimentés par d'autres pays. Je veux parler du début de la crise de Covid-19 où le Togo a mis en place le mécanisme Novici que personne n'avait vu venir. Mais ce mécanisme-là encore, sur cette question sociale-là, est encore d'actualité. Vous verrez que dans les programmes d'urgence liés à la région des savanes, c'est une question également sociale. Mais également, vous allez voir avec cette rencontre qui a été donc tenue à Palimé, la plupart du temps, ce sont des questions sociales également qui sont exprimées. Donc, je pense que le gouvernement a eu le temps, et surtout la mobilisation de bon nombre de ces ministres-là autour de ce dialogue social-là. En tout cas, toutes les questions qui étaient liées donc à la vie quotidienne des Togolais, tous les chefs, les chefs ministériels, les départements ministériels sectoriels qui étaient donc concernés étaient à ce dialogue social-là. Donc, cette bonne foi a été exprimée. Maintenant, nous attendons véritablement des actes et que des actes forts soient donc pris pour permettre aux Togolais de pouvoir véritablement voir l'impact de cette volonté exprimée dès le début de cette crise-là par le gouvernement togolais sur nos vies. Donc, il n'est jamais trop tard de toujours bien faire, mais toujours est-il que nous devons aussi accorder le bénéfice du doute au gouvernement, voyant que au même moment, à partir du moment où nous sommes dans une crise, les recettes aussi ne sont pas en tant que telles ce qu'elles devaient être en temps normal. Donc, bref, comprendre un peu le Voilà, gouvernement. tout à fait. Et donc, donner le temps, mais également ce temps-là ne soit pas aussi trop long pour faire en sorte que nous ayons des impacts. C'est nécessaire. Alors, Gabé Adjao, la volonté est affichée par le ministre Gilbert Bahora. Les Togolais attendent de voir cela dans la réalité. Oui, c'est tout ce que chaque Togolais demande, hein, parce qu'il ne suffit pas de créer des cadres. Les cadres, on en a beaucoup au Togo. Moi, je me dis même qu'on a un peu trop de cadres. Le CNDS, c'est un bon cadre, mais moi, je me pose des questions. Et on a des ministères. Le ministère a des services techniques pour faire ces travaux-là. Je ne vois pas la raison pour laquelle il faut encore créer un cadre pour inviter des gens, vous discuter, pour vous donner des perdièmes et des bons d'essence avant de repartir. Ça crée encore des gouffres de fonds pour le pays. Ça aussi, ça peut faire quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'on investit beaucoup plus dans des dépenses inutiles, à ma foi, et ça ne me dit rien de bon, parce que vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, vous le faites. En venant au ministère, vous avez un agenda. Aujourd'hui, ils ont la feuille de route du gouvernement qu'il faut faire. Quel est aujourd'hui le résultat qui en est découlé jusque-là? Le Togolais croupit sous le poids de la misère. On crie à ce qu'on augmente un peu le SMIC. Jusque-là, bon, on entend des informations comme quoi on va les augmenter. On n'a pas encore l'information officielle. On attend toujours. Mais est-ce que le CNDS discuter avec les personnes sociales qui quand même régentent la vie de la nation, est-ce que ça apporte des solutions probantes aux populations? Moi, c'est la question qui reste posée. C'est la question qui reste posée. Donc, c'est bien de créer un cadre. L'idée est bonne, mais que se passe-t-il derrière? Est-ce que cela apporte des résultats? Est-ce que la population en profite? Ce sont des questions qu'il va falloir se poser et ne pas créer des cadres juste pour les créer et avoir des perdièmes par-ci et par-là. Les doléances des travailleurs, elles sont là. Firmet Teko Agbo, vous êtes proche de ces travailleurs, vous êtes travailleur également, vous avez besoin de quoi au Togo? Les travailleurs, je le suis. Je suis travailleur, mais sauf que je ne suis pas fonctionnaire. On dit au Togo, on ne paie pas bien.
est-ce que les gens ont l'habitude de dire. Mais de par le passé, on ne paye toujours pas bien, mais les gens arrivaient à avoir leur 13e. La vie n'était pas aussi difficile. La vie n'était pas aussi chère. C'était un peu vivable. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce que Adam a dit tout à l'heure en parlant de comparaison. Oui, aujourd'hui, on reproche beaucoup de choses au Togo, surtout quand on veut parler de la vie chère, de certaines mesures qui sont prises ailleurs. Quand on parle du Bénin, et on parle aussi de la Côte d'Ivoire, surtout de la Côte d'Ivoire, tout dernièrement, avec l'effort que Ouattara a eu à faire envers les fonctionnaires. À ce niveau, moi je sais que vous voulez parler de l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires. En ce moment précis, est-ce que c'est l'augmentation des salaires qui est importante? Oui, moi aussi, je demande cela. Je demande au gouvernement togolais de revoir un peu les salaires, parce que quand on n'a pas d'argent, moi je le dis souvent littéralement, très banal, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas consommer. Et l'économie prend un coup. C'est ça en fait. C'est-à-dire au Togo, ce qu'on reprend, c'est qu'il y a le creuset est trop grand. Il y a d'un côté ceux qui ont beaucoup d'argent et de l'autre ceux qui n'en ont pas beaucoup. Et ceux qui n'en ont pas du tout. Et ceux qui n'en ont pas du tout. Ce n'est pas trop bien. Ça, ce n'est pas trop bien. Ça ne peut pas conduire à une croissance à 2 chiffres que l'on souhaite avoir un jour. Ce n'est pas trop bien. Il faut arriver à ce niveau-là. J'ai toujours l'habitude de dire, les Chinois ont fait quelque chose de par le passé. En 2014-2015, ils ont remarqué que leur croissance a chuté d'un point. Ils ont dit non, il faut qu'on arrive à augmenter les salaires. Ils ont soutenu les entreprises privées. Ils leur ont demandé, les autorités ont demandé à ces entreprises privées d'augmenter les salaires pour que la consommation puisse aller un peu plus rapidement. Et les années qui ont suivi, on a vu des résultats un peu concluants. Donc c'est à ce niveau-là que moi je voudrais qu'on arrive. Maintenant, l'autre chose, à part ces comparaisons, on compare aussi le Togo à certaines grandes puissances, et où on parle des charges de l'État. On dit peut-être arriver à un moment donné en France, on a baissé certaines charges de l'État, on a supprimé la grande partie du 14 juillet, certains ministres ont vu leurs privilèges baisser. Mais ici, moi je ne suis pas trop d'accord avec cette posture. Quand on parle des charges de l'État, nous on dépense combien même? On dépense combien? Nos ministres, ils ne sont pas trop payés. C'est pas trop bien payé. Pas du tout. C'est une évidence. C'est une évidence. Les ministres sont combien? Ils n'ont pas. 2 millions, 3 millions, ça ne vaut rien. Ils ne sont pas du tout bien payés. Les députés, ils n'ont rien au Togo. Les députés ou ailleurs, les députés sont à 20 millions. Bien sûr. On parle de 14 millions un député béninois gagne plus qu'un député français. Un député béninois gagne plus qu'un député français. Ou ailleurs, mais les députés, les ministres ont 14 millions, 20 millions. Oui, on n'arrive même pas à les définir en RDC. Vous comprenez? Donc ici, nos députés n'ont rien, nos ministres n'ont rien. Ce n'est pas un salaire, ça, ce qu'ils ont. Donc on ne parle pas de quelle charge. Maintenant, regardez, si on peut baisser ça, maintenant, n'oubliez pas que des gens viennent à eux aussi. Ils ont aussi leur côté social. Beaucoup de gens viennent à eux aussi. Et c'est de ces 3 millions ou ces 2 millions qu'ils prélèvent pour donner à ces gens-là. Donc quand vous baissez leur charge, mais attendez, vous portez encore un coup difficile à ceux-là qui viennent chez eux. Ils vont dire, on n'a plus pratiquement rien. Quand il y a des DG aussi, il y a des DG qui ne sont pas trop bien payés. Il y a des DG, directeurs généraux qu'on appelle ici de certaines sociétés peut-être d'État qui ne sont pas bien payés. Quand les gens parlent les gens on dit un DG à 5 millions, moi je me dis, ce n'est pas un salaire ça. Ce n'est pas un salaire. Quand aux difficultés, quand aux charges, merci, quand aux charges qui existent sur le terrain, quand on dit baisse de charges, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais il faut plutôt, moi je demande à ce qu'on augmente les salaires des ministres, les salaires des députés, et qu'on augmente aussi le SMIC, et qu'on trouve d'autres mécanismes de redistribution des richesses nationales. Le gouvernement s'engage à poursuivre sans relâche les efforts visant à répondre de manière globale aux préoccupations et aux défis prioritaires dans tous les secteurs sociaux au Togo. Adam Adjronou, au même moment, on voit que les gens, au niveau de ces secteurs sociaux, parlent toujours. C'est ça l'inquiétude aussi au Togo. Des fois, on dit une chose, les gens ont l'impression que ce n'est pas cela sur si on peut le dire, dans la pratique, justement. C'est pas ça le vrai problème. Non, vous savez, quoi qu'on dise, vous savez, les besoins d'un être humain liés donc à la gouvernance d'un pays ne peut jamais s'assouvir à partir du moment où lui-même
n'est pas donc destiné donc à se poser pour comprendre les réalités que le pays vit. Ce que nous disons, en fait, ce n'est pas fondamentalement prendre la défense du gouvernement. Nous savons véritablement qu'aujourd'hui, les besoins sont énormes à tout point de vue et les Togolais attendent beaucoup du gouvernement. C'est ce qui d'ailleurs même explique le fait que le peu qui est fait n'est même pas visible. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement essaiera quand même d'apporter des solutions à ces secteurs-là. Nous le disons tantôt en parlant peut-être des savanes, mais également sur certains où pratiquement il y a eu redéfinition de certaines lignes, même pratiquement, pour donner donc de l'onction à certaines lignes prioritaires du gouvernement. Ça a été fait. Mais peut-être que la communication a manqué, mais également, même si cette communication n'a pas manqué, étant donné que les populations attendent tout de suite et maintenant qu'on puisse donc apporter des réponses immédiates à leurs préoccupations. Il est très difficile que lorsque vous essayez de leur communiquer ces chiffres-là que le gouvernement a fait, si il a subventionné tel, sinon on serait à tel niveau, il ne coupe pas de bonheur. Et surtout le fait qu'on se dit, voilà, on a fait ci en Côte d'Ivoire et pourquoi on ne peut pas faire ceci? Nous n'avons pas les mêmes réalités. C'est en cela que je voulais véritablement donc revenir sur une des options, je pense que je l'avais déjà dit ici, et que des gens m'ont jugé de quoi que ce soit, c'est véritablement nos autorités ne gagnent pas. Ne gagnent pas du tout. Vous prenez pas lorsqu'on compare un député qui va en vacances, on ne lui ajoute rien. Or, il ira payer les scolarités, il ira payer les ordonnances des gens. Tout le monde vient. Quand vous prenez les ministres, vous allez voir les jours. Il suffit d'aller au village. Vous allez voir dans les couloirs des ministres le jour de en tant que journaliste, vous allez au village, c'est cela. Bien évidemment, donc je pense qu'il faudrait que cette question, au lieu que les Togolais, c'est vrai que ces autorités-là sont jetés à la vindicte populaire, mais la réalité est tout autre. Lorsque nous comparons aujourd'hui le train de vie, ou pratiquement ce que perçoivent nos ministres avec ce que perçoivent dans la sous-région, je pense que nous tenons quand même la queue. La queue, il faudrait quand même que cette option-là aussi soit regardée et que faire en sorte que, puisque ce sont les bénéfices de ce qu'ils ont, qui est donc projeté au sein de la population, c'est aussi des mesures sociales. Gabé Adjao, en une minute, il faut être toujours patient, c'est ça? La patience a des limites à un certain moment. Vous savez, un ventre affamé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, discuter avec les cadres, les travailleurs, c'est très bien. Mais aussi, il faut penser que le Togo regorge beaucoup plus de personnes qui travaillent pour leur compte et beaucoup de chômeurs. Donc il va falloir penser à toutes ces catégories de la couche sociale du pays pour permettre à ce qu'on puisse bien vivre, parce que là ça devient compliqué. C'est vrai, le gouvernement ne peut pas tout faire, mais quand même le minimum, il va falloir le faire. On parle du prix du maïs. Au Togo, nous mangeons la pâte. C'est la pâte que nous mangeons. Et les prix des denrées de première nécessité, il va falloir véritablement revoir les prix et essayer quand même d'alléger la vie de la population. Le prix aujourd'hui de l'huile, du bidon de l'huile tourne autour pratiquement de 38 000 et 40 000. Le bidon jaune. Et il va falloir voir si réellement ça atteint les 25 litres. Donc, sincèrement, il va falloir que le ministre Gilbert Bahara revoie les contours, revoie la manière de discuter aussi, de se projeter dans l'avenir pour permettre la population de bien vivre. Non, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que nous devons comprendre aussi que nous n'avons pas les mêmes réalités par rapport à ces pays. N'oubliez pas, le Togo a vécu 15 ans de rupture de la coopération. Nous en faisons toujours les frais. Ça pèse. Nous venons de très très loin. Nous venons de très très loin. Le Sénégal n'a pas vécu ça. Le Bénin n'a pas vécu ça. C'est pour ça qu'ils s'en sortent. La Côte d'Ivoire n'a pas vécu ça. Mais ça veut dire en 15 ans, nous avons été des centaines de milliards. On aurait eu ces milliards-là, on ne serait pas aussi aujourd'hui. Ce que je demande aux autorités togolaises, c'est de tout faire pour trouver d'autres canaux de redistribution de la richesse nationale. De tout faire à ce que tout le monde ait un peu. Et aussi que les autorités fassent un effort pour doter toutes les régions des centres de santé, que les autorités fassent des efforts pour construire de nouvelles universités et que le SMIC soit revu à la hausse au moins de 35 000, qu'on puisse aller à 65 000. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique international Firmin Teko Agbo. On espère que le centre va très bien. Merci également à vous, Gabin Adjao, juriste, analyste politique. Adam Adjronou, on est toujours ensemble. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Chers amis, merci à vous. On se retrouve prochainement. On dit également merci à nos chers amis, toujours câblés. On se retrouve très prochainement. Ciao.